Finalement, moi je voulais rien demander à personne. Vraiment, c'était mon truc à moi. Je voulais surtout pas de sponsor parce que je savais pas du tout où ça m'emmènerait. Je me suis dit, si je me rétame au bout de 2 heures, je vais passer pour qui? Je Comme d'autres qui étaient super entraînés. Me sentir redevable. Et comme d'autres qui étaient super entraînés, qui se rétament très rapidement et qui reviennent sur le... Et qui reviennent parce qu'ils n'ont pas pu partir l'année d'avant, mais souvent ça c'est à cause de la météo. Quoi. Oui, mais vous disiez aussi, il y avait vous écrivez qu'il y a des types super entraînés qui seraient de nature à vous impressionner avec leurs gros bras machin. Oui. Et puis certains au bout de 3-4 heures parce qu'ils n'ont pas réussi à s'acclimater au froid, ou d'autres au bout de 7 heures, ils reviennent en... Oh là là là. Il y a d'excellents nageurs, j'ai rencontré aussi Benoît Vincent, qui est le premier nageur français à avoir réussi à traverser de la Manche de l'ère moderne, on va dire, parce que c'était l'ère moderne entre guillemets, c'était dans les années 50, les premières traversées. Ouais. Il faisait le marathon de la Manche, il partait à plusieurs avec des palmes. Et donc depuis ces années-là, jamais un Français ne s'était remis de cette aventure. Et Benoît Vincent, il était quand même à l'époque le recordman du monde de natation sur 24 heures, donc la plus longue distance parcourue sur 24 heures. Ah oui, oh là là, sur 24 heures. 24 heures. Le gars a nagé réellement 24 heures. 24 heures en mer en plus. Non-stop. Bon, je sais plus, ça me représentait 70 ou 80 km, c'est pas son record du monde. C'est des passionnés. Et sa première tentative à traverser de la Manche, il a échoué à 2 km de l'arrivée, parce qu'il était en hypothermie. Et la difficulté, c'est ça, c'est l'hypothermie. Il a beau être surentraîné, et là, ça se passe effectivement surtout dans le mental. Et puis la fringale aussi, quoi. Je sais pas si c'est le terme, mais on a senti que sur la fin, le fait qu'ils vous alimentent pas et qu'ils vous disent tu commences à nous casser les pieds, toi tu vas aller sur le mât. Ça pèse effectivement très lourd. L'alimentation, beaucoup ne réussissent pas. On a un nageur d'ailleurs français, Olivier Desmet, qui était lui champion du monde de triathlon paralympique. Il manquait un bras, donc c'est pareil, un gars costaud qui sait s'entraîner. Et pour réaliser cette traversée, il a pris 20 kilos, mais il a pris. C'est ça, voilà. C'est ça, vous l'avez fait. Mais résultat, il n'a pas fait vraiment du bon gras, et les kilos superflus, il faut les tracter après dans l'eau. Évidemment. Et il a échoué aussi à quelques encablures. L'abcès, Alessandra, donc qui a priori, alors qu'elle vous avait donné le plus bel espoir, elle vous avait donné beaucoup au-delà de ce que vous attendiez, a priori, dans la préparation. Après, elle vous donne le but ultime, en fait, le soutien avec cette grossesse qu'elle vous évoque, qu'elle vous annonce. Et puis, alors, l'abcès, Alessandra qui s'en va et le bébé qui s'en va avec, quelque part. Et puis les mensonges ou les bidouilles de nos amis anglais, ils sont toujours dans la guerre de 100 ans, et les bidouilles de nos amis anglais, finalement, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Est-ce que ça vous a rendu plus fort? Mais parce que, est-ce que, quelle est votre part de responsabilité dans ces trois phénomènes? Et est-ce que ça vous a rendu plus fort et quelle est votre part de responsabilité dans ces trois machins qui viennent vous pourrir la vie et même vous dire allez je remballe et je rentre chez moi? Oui, mais j'avais plusieurs choix. Déjà je pars du principe que tout ce qui tue pas rend plus fort. Bon, si, oui. J'étais pas mort et loin de là. Et puis c'était tellement de travail, c'est un travail déjà de 2 ans déjà de préparation. Et puis c'est quelque chose que je portais en moi un peu comme un enfant finalement. Évidemment. Et ce projet, je l'avais depuis des dizaines d'années dans la tête. Donc je ne pouvais pas laisser tout laisser tomber là. Il y avait ma famille qui était là également. C'était des conditions, j'en parle, parce que mes parents, ils se revoyaient, c'était la première fois depuis... Ah oui, c'est extraordinaire. Et vous avez ça a extrêmement fait traverser la Manche, voilà, pour pouvoir les retrouver ensemble. Et donc pour toutes ces raisons-là, je ne pouvais pas laisser tomber. Et je me suis dit aussi, surtout, si elle me lâche là maintenant, ça arrivera forcément à un moment plus tard dans ma vie. C'est un moment qui est très important pour moi. Si elle ne sait pas être là à ce moment-là, c'est... Mais c'est vrai que je me suis posé la question à ce moment-là, est-ce que je ne blague pas tout que faire, quoi. Et, mais bon,
j'ai été vraiment soutenu. Ça vous a rendu plus fort en fait? Oui, ça vous a rendu plus fort. Et puis, je crois que la traversée en elle-même, quand je suis arrivé de l'autre côté en France, j'étais déjà plus le même. Quoi. Ouais. Et ça, beaucoup de gens me l'ont dit en fait. J'ai mis plus de temps moi à l'intégrer, mais beaucoup de gens, d'ailleurs, les témoignages des gens à l'arrivée, ça, dans un second temps, parce que là, moi à l'arrivée, j'étais complètement un peu groggy, KO, quoi, vraiment. Mais je leur ai fait peur, quoi. J'ai oui, des témoignages, ils ont vu un mort-vivant. Cette renaissance physique, en fait. Ouais, c'est un peu une renaissance, quoi. Et, comme un bébé qui sort de l'eau, il est pas beau sur la première minute, il n'est pas très beau, en fait. Et puis après, il s'épanouit. Et après, il y a le vide. C'est voilà, c'est un projet que tous les jours, j'y pense pendant 2 ans, je travaille tous les jours comme un fou pour ça. Il y a eu toute cette histoire-là. Et d'un seul coup, ça y est, j'ai cassé mon jouet, il n'y a plus rien. J'ai traversé la Manche, j'ai réussi. C'est super, et donc il y a tous les gens qui s'agitent autour de moi, qui disent c'est super, c'est génial, et je dis oui, bon, il faut que je sois content parce que tout le monde est content, mais quelque part il y a quelque chose qui s'arrête, quoi. Ah, c'est ça. Donc il y a un peu la peur du vide quelque part. Ouais. Et donc, tout de suite, c'est là où tu te dis, faut se remobiliser. Et c'est la vie, c'est le destin qui donne la capacité de remobiliser, puisque finalement c'est ce coup de fil qui finalement fait repartir. Non, du tout, parce que moi après je repartais sur Gibraltar. Ah oui, c'est vrai, Gibraltar. J'ai fait Gibraltar entre deux. C'est vrai. Mais non, mais pour revenir à ce qu'on disait juste avant, dans la Manche, il s'est passé des choses, quoi, hein, quand on arrive comme ça à la limite du corps, en fait, hein, parce qu'à un moment on le voit très bien sur le film, j'ai le haut du corps qui est encore irrigué, donc qui est très rouge même. On parlait tout à l'heure. Les jambes sont blanches, c'est très étonnant, quoi. Ouais. Et il y a plusieurs paliers en fait comme ça dans la souffrance à passer, et voilà, faut essayer de se relâcher justement, on a plutôt tendance à se crisper, à se tétaniser, et tout ça d'être autant à l'écoute de soi sur une durée aussi longue, et ne faire que ça finalement, ça apporte énormément de choses, intérieurement je dirais. Mais après moi ce qui m'a vraiment étonné par-dessus tout, que je disais tout à l'heure qu'au départ je voulais rien demander à personne. À l'arrivée, donc il y avait le journal juste à côté de l'Union républicaine qui a fait le blog pour suivre l'activité extraordinaire la traversée. Et là, la plupart des commentaires commençaient par merci. Oui, c'est ça. Et c'est là où ça a vraiment provoqué un déclic en moi. Je me suis dit, mais merci de quoi? On me remercie, mais pourquoi me remercier? Moi j'ai juste, très égoïstement, à la limite, au départ, réalisé mon rêve d'enfant, quoi. Mettre des stick lights en fait, parce que la nuit tombait, donc pour pouvoir être visible, je pouvais accrocher des petits bâtonnets lumineux uniquement sur les lunettes. Donc j'ai dû changer les lunettes, et sur minutes avant je me suis conditionné, j'essayais d'ouvrir les yeux, puisque à chaque fois le juge allait jauger un petit peu de mon état, de ma fraîcheur physique, et s'il avait estimé que j'étais plus suffisamment lucide pour continuer, il m'aurait sorti de l'eau. Donc je me suis vraiment conditionné, et dans ces moments-là il y a un peu de tension, mais sinon, même à Gibraltar, quand on m'a sorti de l'eau à cause des requins, puisque je me suis fait charger par 2 requins quand j'ai traversé le détroit de Gibraltar. Dont j'ai parlé cet après-midi. Il n'y a pas de notion de peur, et même sur le bateau, quand ils m'ont dit, pendant 5 minutes on a tourné un peu, on a fait un peu de bruit contre l'échelle, histoire de les faire fuir, mais quand ils m'ont dit, est-ce que tu veux y retourner, à aucun moment je me suis posé la question, non. C'était évident, je devais retourner. Après, avec le recul, on se dit, peut-être que finalement j'ai échappé belle. Ça ne veut pas dire que je ne me posais pas des questions. Dans l'eau, quand je nageais, je me disais, voilà. Philippe Croison m'a appelé la première fois en 2009, en me disant, voilà, je voulais traverser la Manche aussi, tu as réussi. Je lui dis, écoute, c'est pas de problème, viens t'entraîner avec moi en Bretagne. Malgré. Et il me dit, d'ailleurs, il m'a pas dit tout de suite, il a dit, je veux traverser la Manche, c'est super, il y a beaucoup de gens qui m'appellent d'ailleurs pour ça. Et il me dit, mais bon, moi j'ai pas de bras. Je dis, écoute, il va falloir palper. Il dit, mais j'ai pas de jambes non plus. Bon. Mais j'ai repensé, moi, la première chose qui m'est revenue quand il m'a expliqué ça, j'ai un coup de téléphone, quand j'ai commencé à faire mes entraînements en 2006 pour faire cette traversée. Jusqu'alors j'étais dans les Pyrénées, je travaillais comme guide, j'étais guide en montagne, du côté de Font-Romeu. Donc là tout le monde est sportif, tu rencontres quelqu'un, c'est tout de suite, alors et toi son sport c'est quoi, qu'est-ce que tu fais comme sport, sa discipline, quand on revient à Joigny c'est pas ça du tout. Hein. C'est ce que j'ai vu au travers du livre, je me suis senti heureusement que vous avouiez pas trop souvent à tout le monde que vous étiez, c'est un projet de fou. Voilà, qu'est-ce que ça va t'apporter, ça sert à quoi, ce genre de choses. Et quand j'ai commencé à m'entraîner,
j'ai essuyé un peu des moqueries. Évidemment. Techniquement, je ne suis pas un très grand nageur, hein, je n'ai pas un niveau excellent de natation. Moi, je peux nager longtemps dans des conditions difficiles. Ouais. C'est ce qui s'est révélé aussi. Mais en bassin, faire des compétitions, j'ai un niveau médiocre. Hein. Donc les gens qui étaient là, qu'est-ce qu'il fait? Il tiendra même pas la cadence des entraînements, il ne sait pas dans quoi il s'engage. Évidemment. Et donc tout ça m'est revenu à l'esprit quand Philippe m'a appelé. Je me suis dit, si moi, alors que j'étais quand même sportif et je savais nager, lui qui commençait simplement à faire ses entraînements, dans ces conditions, je me suis dit, ça va être pire que tout. Donc je pense que je peux lui apporter quelque chose et moi lui faire bénéficier de mon expérience. Il est venu en Bretagne et là, ça a tout de suite été des parties de rigolade et ça a commencé comme ça. D'ailleurs, au niveau des médias, les médias étrangers souvent ne prennent pas du tout comme en France. Enfin, c'est en France d'ailleurs qu'ils ne prennent pas souvent comme à l'étranger. Par exemple, en France, c'était plutôt le handicap. On montrait toujours le côté spectaculaire d'handicap, le truc pour faire de l'audience, quoi. Le côté spectaculaire. Même sur Thalassa, c'était des trucs comme ça ou... Nous on avait peur justement, parce qu'il y avait quand même 300 heures de tournage au total, et on avait peur justement que le film soit axé sur le handicap et que ça fasse un film qui fasse un peu pleurer comme Les Chaumières, comme on sait bien le faire en France. J'ai bien peur de le dire parce que vraiment je suis révolté par ça. Et l'idée, nous, c'est avant tout, c'était de faire changer le regard sur le handicap. Non, parce que là, on parle beaucoup d'accessibilité en France, ça me fait bien de parler d'accessibilité, et c'est vrai. Il y a beaucoup d'endroits où malheureusement on doit se dire avec Philippe, tiens, est-ce que ça passe? Est-ce que ça va être accessible? On va passer un coup de téléphone avant parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir accéder. Il n'y a sûrement pas d'ascenseur. Quand on est en Finlande, quand on est en Norvège, quand on est en Angleterre, même en Alaska, au fin fond chez les Inuits, tout est adapté. Tout est adapté. Il n'y a pas à se poser la question. Ça c'est l'accessibilité, on en parle de plus en plus, on en parle beaucoup. Moi, là où vraiment j'ai pris une claque, c'est pas pendant l'expédition d'ailleurs, c'est après, on était consultant aux Jeux Paralympiques, c'est à Londres. À Londres, on ne pouvait pas faire 50 mètres avec Philippe dans la rue sans que les gens viennent nous voir en disant ça va, est-ce que vous avez besoin d'un renseignement, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, ou est-ce qu'on peut vous aider? Il y avait 8 millions de téléspectateurs devant la cérémonie d'ouverture des Jeux. Le stade qui fait 80 000 personnes était plein l'après-midi et plein le soir. Et les gens faisaient la queue devant pour pouvoir aller prendre les places des gens qui partaient au fur et à mesure. Un truc incroyable autour des Jeux Paralympiques. Les journalistes qui étaient là l'ont bien vu, il y avait beaucoup plus d'ambiance autour des Jeux Paralympiques qu'aux Jeux Olympiques. Nous en France, on voulait les Jeux Olympiques, à Paris d'ailleurs. À Paris. Ah oui. Pour aller voir les Jeux Olympiques, il n'y a pas de problème, on est prêt à les recevoir. Les Jeux Paralympiques, on a 10 ans de retard, si c'est pas 20 ans. Mais ça vient de pourquoi? Notre cœur, ça, non? Non, mais ça vient de notre cœur, parce que comment on vit, on ne pense pas aux gens qui sont derrière nous. C'est tout simplement l'histoire du handicap en France. Nous, depuis toujours, le handicap, ça a été. On a créé d'ailleurs en France le monde du handicap. Voilà, c'est le monde du handicap où, pendant la guerre 14-18, enfin, ou après la guerre, les gueules cassées, ou les gens qui étaient trop handicapés, il fallait surtout les cacher, surtout pas les montrer, quoi. Et c'est que la loi de février 2005, donc c'est hier, hein, où on se dit, tiens, finalement, ça serait pas mal peut-être de mélanger les gamins à l'école, les petits handis et les petits valides. Et voilà, donc on a beaucoup de retard. On se voit beau, le pays des droits de l'homme, mais on a beaucoup de retard. Mais le fait est. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est d'ailleurs une des scènes du film, où on n'en voit qu'une petite partie. Parce que dans la réalité, on est arrivé sur ce marché. On voit pas le sac dans le film. Voilà, on est arrivé sur ce marché-là. Donc il faut imaginer une décharge, hein, vraiment. Un marché là-bas, il n'y a pas d'étal, rien du tout. Hein. Ils sont à même le sol. Alors il y a quoi sur les marchés là-bas à vendre? Il y a quelques légumes, du poisson vraiment grillé, parce qu'il n'y a rien pour le conserver, donc il faut vraiment carboniser le poisson. Et le bétel, c'est la loi d'Arec, cette saloperie qui mâche tous là. Le truc rouge là, qui faites-moi ouvrir la bouche. Parce qu'on a recommencé avec du rouge, on a peu ressenti, c'est avec vous qu'on ne dit pas. Et donc il y a cette femme qui est arrivée vers Philippe, qui lui a mis une pièce dans la poche, et un homme qui est arrivé derrière, qui lui a mis une pièce aussi. Et très vite, il y a cet attroupement qui s'est formé autour de lui, et les gens commençaient à lui remplir les poches d'argent. Mais quand j'ai l'attroupement, c'est vraiment un attroupement. Hein. Des dizaines de personnes autour de Philippe pour lui remplir de l'argent dans les poches. Donc c'est ça qu'on voit dans le film, mais après ça a continué, il y a d'autres gens qui sont arrivés, quand les poches de son pantalon étaient pleines, ils ont mis un sac autour du cou, et ils ont mis les billets, ils ont rempli le sac d'argent. Alors même que lui disait, il a un siège roulant, un fauteuil roulant qui... Dernier cri, voilà, on était avec toute notre équipe, les sponsors, mais pourquoi? Parce qu'il est handicapé, il faut l'aider tout simplement. Nous sommes allés visiter des centres de rééducation là-bas, ou des centres pour les enfants, donc c'est pareil, on a des conditions d'hygiène qui sont vraiment rudimentaires, on va dire.
Mais alors, il y avait une vingtaine d'enfants dans un de ces centres-là, mais il n'y avait pas moins de 200 bénévoles qui venaient, qui se prêtaient la main de tous les villages de l'alentour pour donner un coup de main, participer à faire la cuisine ou à faire un petit peu de jardin. Toutes les communautés aux alentours participent. Voilà, c'est des gens qui n'ont rien, mais finalement qui ont tout. Voilà. On s'est trouvé noyés, nous, encore une fois, dans cette société, et voilà. Le fils de Paul Sobol, d'ailleurs, qui dit, là, donc l'armateur qui nous a prêté ces bateaux. Et qui est un bel homme. Voilà, qui lui dit la première question qu'il faut se poser, et que je pense que c'est la première question qu'on se pose tous quand je vois Philippe, c'est comment je vais lui dire bonjour. Ah oui, c'est ça, mais c'est ça que les gens se posent comme question. Et la façon dont Philippe accueille les gens, finalement, résout le problème. Ben voilà, exactement. Ouais. Et je crois que quand on aura réussi à faire cet effort-là sur nous-mêmes, où tout paraîtra naturel, où il n'y aura plus ce rapport un peu condescendant, il est handicapé, et qu'on traitera les gens normalement, entre guillemets, et ben voilà, on arrivera tout. Mais je me disais, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas en danger? Parce qu'on est vraiment dans la continuité encore de. Avec lui, vous êtes tous les deux dans la continuité? Chacun de notre côté, mais dans la continuité, puisque lui il fait beaucoup de conférences aussi, en entreprise, dans les écoles aussi. Pour le handicap aussi, beaucoup. Sur le handicap. Et puis il a vraiment un rôle qui est très important. On le voit sur des conférences, on en fait quelques-unes en commun, et les gens sont littéralement scotchés. On a eu des témoignages après les diffusions, même des fois en sortant de conférences, qui sont tout à fait bouleversants. Ça peut d'ailleurs penser à ce que vous disiez tout à l'heure au sujet du changement d'avis, des amis que vous n'y avez plus avant et après. C'est ce que j'ai ressenti aussi, des gens qui arrivent en larmes, qui sont complètement bouleversés. Et l'autre fois, on a une femme qui est venue, qui m'a dit j'ai ma vie d'avant-film et ma vie d'après-film. Ouais, mais bon. Et alors qu'on a des gens très proches, des gens très proches autour de moi. Moi, j'ai pleuré ce matin. J'ai pleuré ce matin. Thank you.